Donc, bonjour, nous allons aborder cette deuxième table ronde que je suis chargée de modérer. Donc, je suis Marie-Hélène Bernard, je suis présidente de la Compagnie nationale des experts médecins de justice et en retraite. Et dans ma vie antérieure, j'ai exercé la neurochirurgie et j'ai été professeure de médecine légale. Alors, j'ai la chance d'avoir pour intervenants trois éminents professionnels qui vont se présenter à tour de rôle et je ne me permettrai pas de les présenter moi-même. Donc, Monsieur le Président. Jean-Louis Périès, donc je suis président de Chambre à la Cour d'appel de Paris et affecté depuis 6 ans donc, au service des assises. Et j'ai eu la charge et l'honneur de présider le procès consacré aux attentats du 13 novembre 2015 qui s'est terminé fin juin dernier. Et auparavant, j'ai eu d'autres procès d'assises et de terrorisme, et de droit commun à l'issue d'une carrière donc, consacrée un peu au pénal, un peu beaucoup même, puisque c'était 20 ans d'instruction, une dizaine d'années au parquet. Voilà pour ce qui me concerne. Bonjour, en ce qui me concerne, je suis Christophe Basse, je suis avocat au barreau de Marseille, spécialisé en matière pénale et j'exerce depuis plus de 20 ans exclusivement dans cette matière pour y avoir été introduit et formé par mon maître Alain Mola, qui était un avocat au barreau d'Aix-en-Provence puis de Marseille. Le pénal, que du pénal j'allais dire, mais un peu tout le pénal, y compris le pénal très technique, celui qui suppose l'intervention des experts et des expertises que nous discutons et dont nous discutons. Olivier Pascal, je suis expert en empreinte génétique depuis 33 ans. Donc, j'ai connu à peu près toutes les techniques qui ont existé, l'évolution des empreintes génétiques, et je suis expert agréé par la Cour de cassation. Merci beaucoup. Donc, pour organiser cette table ronde, le doute est-il encore permis? Heureusement. On a prévu d'envisager trois parties, en commençant par… Donc, ça ne sera pas des exposés magistraux, ça sera plus une discussion et entre nous et aussi avec vous et avec les internautes. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que vous entendez par la définition du doute? La deuxième partie, ça sera de dire est-ce que finalement vous trouvez que le doute c'est positif, c'est pas positif ou ça n'a aucune importance, qu'on doute ou qu'on doute pas, ça ne change pas le problème. Et puis la troisième partie, ça sera les perspectives qui vous semblent souhaitables d'envisager. Alors, Monsieur le Président, je vous laisse mener les débats. Les aborder. Là, je ne suis pas là pour distribuer la parole, mais pour donner un petit peu mon éclairage. Alors, fait complètement du hasard. Nous sommes donc deux Marseillais à cette table, mais on accueille volontiers les Bretons. Ah, vous êtes provençal, ben voilà. C'est l'alignement des planètes. Non, mais c'est bien, on vous garde quand même. Alors oui, on s'est demandé s'il ne fallait pas revenir, même si on avait affaire à des professionnels, que ce soit des avocats, des magistrats et des experts, sur cette notion effectivement de doute qui est inscrite textuellement dans le Code de procédure pénale, mais qu'il est quand même assez difficile de définir et qui ne va pas être défini abordé de la même façon suivant le côté de la barre duquel on se place. Alors, j'ai une collègue qui est à la retraite et qui a terminé brillamment sa carrière, qui finit à la Cour de cassation, qui, alors que nous étions des jeunes magistrats, me dit un jour le métier de juge, c'est de douter. Alors, j'avais été surpris au départ par cette affirmation. Moi, j'étais plutôt, c'est pas que je refusais ce doute, bien sûr, mais j'étais plutôt dans
l'acception de mon métier comme celui qui doit décider par rapport à l'avocat qui doit proposer, demander, par rapport au procureur aussi qui doit proposer, demander, enfin par rapport au parti. Donc c'est celui qui décide. Mais celui qui décide, il doit bien entendu lui aussi se poser des questions tout le long du dossier et notamment à l'audience, puisqu'on va aborder maintenant plutôt cette phase d'audience. Alors, la place du doute, elle n'est pas simple pour celui qui va présider, pour celui qui va aborder la préparation du dossier, puisque d'emblée, bien sûr, il y aura une impression, et impression, vous verrez, je vais citer quelques articles quand même pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire si besoin. Impression, ça figure aussi dans le code de procédure pénale, c'est dans l'article 354, et que cet article qui est destiné aux jurés est pratiquement immuable depuis 2 siècles. Donc, l'impression, c'est important. C'est l'impression qu'on retient à l'issue de la lecture du dossier, puisqu'on doit le connaître par cœur, avocat comme magistrat et procureur, avant de commencer donc son examen à l'audience. Alors, bien entendu, on va avoir un raisonnement qui, la plupart du temps, se tient, un raisonnement du procureur, un raisonnement du juge d'instruction. On va avoir de temps en temps des observations de l'avocat, mais c'est évident que quand on va commencer l'audience, cette impression va être importante, même si on va le rappeler, dès le début, l'accusé est présumé innocent. On se place au niveau des assises. Mais, soyons clairs, cette impression qui ressort du dossier, elle est compliquée, elle va être difficile à effacer de façon très arbitraire, je dirais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de doute, bien sûr, mais ça veut dire que ce point est important. Alors, face à ça, il faut bien sûr déployer tous les éléments qui nous permettront le plus d'objectivité possible. Déjà, bon, c'est là que le doute va intervenir, puisque on va se méfier de tous les a priori, on va se méfier déjà des apparences. L'accusé peut avoir une tête antipathique, bon, on va mettre ça de côté. À l'inverse, il peut être très sympathique, mais il faut le mettre de côté aussi. De même, du côté des plaignants, je ne parle pas des victimes encore, puisque tant que la personne n'est pas déclarée coupable, il n'y a pas de victime, il y a une partie civile, mais il n'y a pas de victime. Donc, tout ça, et on a quand même des possibilités d'écarter cette impression. Mais cette impression, elle existe. Alors, je parlais de présomption d'innocence, je parlais d'impression, je parlais de doute. Quelques rappels sur des articles importants. Le premier article, c'est l'article 304 du Code de procédure pénale, dont on va donner lecture. Pour les jurés, c'est leur serment qu'ils vont prêter debout, tête nue, de façon très officielle, très importante. Et c'est un élément d'ailleurs qu'ils vivent de façon un peu tendue, je dirais. Ils ne savent pas trop comment se tenir. Ils sont très impressionnés. C'est la première fois qu'ils vont prendre la parole. Ils ont simplement à dire « je le jure », c'est tout. Mais rien que ça, déjà, vous l'avez remarqué, c'est pas rien. Déjà, ils ont franchi les quelques mètres sans être récusés par les avocats, sans savoir pourquoi ils le sont d'ailleurs. On leur rappelle ceci, l'accusé est présumé innocent et le doute doit lui profiter. Bon, ça c'est la première adresse au juré. Mais il y a une deuxième adresse au juré qui est à la fin, je vous le rappelle, c'est l'article 354. Donc, tout le monde loue, je crois, la confection de ce texte, qui nous dit « La loi ne demande pas compte à chacun des juges, parce que c'est aussi pour la cour d'assises en matière spécialement composée, c'était le cas pour B13, des juges et jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Il y a une grande chose maintenant. Elle leur prescrit de chercher quelle impression, d'où le mot que je soulignais tout à l'heure, quelle impression ont fait sur leur raison, deuxième mot important, deuxième expression importante, les preuves rapportées contre l'accusé, les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, et on termine par ça, avez-vous une intime conviction?
Ça, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, on est presque dans un sacrement, là, au moment où on va se retirer pour délibérer. Alors, voilà, impression, raison, intime conviction, doute. On va naviguer dans ces 4 termes et il n'y a pas dans le code de procédure pénale quelque chose qui définisse évidemment tout cela. L'intime conviction, je le rappelle aussi, même si j'ai affaire à des professionnels, mais ça me semble important parce que je crois que c'est un peu oublié. Cette intime conviction, elle est aussi mentionnée dans l'article 427 applicable au tribunal correctionnel, puisque ce texte du code de procédure pénale nous dit textuellement, et ça n'a pas changé aussi depuis le code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge statue d'après son intime conviction. On a donc cet élément-là, cette intime conviction, même si elle va nécessiter bien sûr une motivation écrite et charpentée, qui existe maintenant aussi dans la cour d'assises, cette expression-là a son importance, c'est l'intime conviction. Alors l'intime conviction, c'est quoi? C'est par rapport au doute. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit dire l'intime conviction dans un plateau de la balance, le doute de l'autre? Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le présenter. Je crois que c'est vraiment tout un ensemble. Le doute doit nourrir quelque part l'intime conviction. Et la place du doute, je termine juste parce que je vois qu'on me fait signe, mais je termine juste sur ce point. Pourquoi? Parce que l'intime conviction, finalement, ça va être très personnel, que ce soit pour le juge ou pour le juré. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas citer le déroulement de certains délibérés, sinon je rentrerai sous la prévention, et puis vous auriez aimé, bien sûr, de violation du secret du délibéré, mais on peut s'apercevoir tous, et je crois que tous les présidents d'assises nous le diront ça ensemble, ça violer le secret du délibéré, c'est-à-dire sans citer telle ou telle affaire, c'est qu'on peut avoir effectivement certains éléments qui vont convaincre telle ou telle personne, tel juré ou tel juge, et qui ne vont pas convaincre par contre tel autre juge et tel autre juré par rapport à d'autres éléments. Je rappelle encore une fois que ça me semble nécessaire, je le rappelle souvent lors des délibérés, c'est que la notion de preuve absolue n'existe pas. On ne peut pas citer, me semble-t-il, de cas où on pourrait avoir une preuve absolue, je dirais à 100%. On peut avoir les aveux confirmés par 10 témoins, confirmés par des ADN partout sur le corps de la victime qui correspondent à l'auteur, des empreintes digitales, mobiles, des aveux circonstanciés renouvelés à plusieurs reprises en présence d'un avocat. Bon, on n'est pas loin de la preuve absolue, mais on n'en est pas loin, mais ce n'est pas encore ça. On n'est pas non plus, le code de procédure pénale n'exige pas non plus ce qu'on appelle la certitude absolue. Hein. L'intime conviction, ce n'est pas ça. Alors, vous aurez peut-être une interprétation différente, mais pour moi, certitude absolue et intime conviction, c'est encore différent. L'intime conviction, c'est finalement un ensemble d'éléments qui vont faire un raisonnement qui va être basé sur un mobile, la personne a-t-elle eu des raisons de faire tel acte, des indices, un ADN qui peut être effectivement intéressant, un témoin, deux témoins, un témoin, ça ne suffira pas, qui permet effectivement d'envisager, de construire cette intime conviction par rapport à un doute qui ne serait pas un doute, et je termine là-dessus, un doute sur un point de détail, même si on vous dira que le diable se cache dans les détails, pas un doute sur un point de détail, mais un véritable doute raisonnable qui, effectivement, doit bénéficier à l'accusé tel que c'est prévu dans le code de procédure pénale. Voilà. J'avais envie d'ajouter tout à l'heure, pardonnez-moi, Mais allez-y. mais en vous écoutant, finalement, c'est très personne dépendant. Vous avez des gens dans la vie courante, ils doutent de tout, ils n'avancent pas, ils n'y arrivent pas. Et puis vous en avez d'autres, ils avancent quoi qu'il arrive et ils affirment tout et n'importe quoi. Oui, alors là c'est un raisonnement qu'on demande aux personnes et moi j'insiste lourdement là-dessus.
la fonction de juré, bon, nous, magistrats, on a décidé, on a choisi ce métier parce qu'on voulait prendre des décisions, même si c'était important, on voulait prendre ses responsabilités. Les jurés, bon, ils n'ont rien demandé. On leur demande de venir pendant parfois plusieurs semaines et on leur demande de prendre des responsabilités. Ils n'ont pas le droit, ça je leur explique, ils n'ont pas le droit de s'abstenir. Ils n'ont pas le droit de voter blanc ou nu ou gris ou tout ce que vous voulez. C'est oui ou non. S'ils n'ont pas assez d'éléments, ils votent non, ce que je leur explique. C'est évident. Mais ça, c'est important de souligner que chaque personne, et ça nous concerne nous aussi juges, doit s'engager. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités. Et à ce titre, il ne s'agit pas d'invoquer, entre guillemets, un petit doute. Pour moi, un petit doute pour dire, bon, ben, moi, je ne sais pas trop, voilà. Et je prends mes responsabilités, je vote non, je vote pour moi, c'est pas quoi, parce que telle raison. C'est pas, je ne sais pas trop, tout ça, c'est un... Il ne faut pas que ce bénéfice du doute, en gros, se mue en maléfice du doute. Voilà. Ça me semble très important. On a ces responsabilités à prendre, les uns et les autres. Alors, je parle d'abstention parce que ça m'a été plaidé à quelques reprises, pas souvent, où j'ai entendu des avocats dire « vous pouvez, au juré, vous pouvez vous abstenir, vous pouvez voter nul ». Ça, ce n'est pas possible. Je suis intervenu pour dire que ça, c'était contraire au texte. Et c'est là tout le rôle du président d'assises. Entre autres. Enfin, entre autres. Mais c'est un rôle essentiel. On va peut-être passer la parole à Maître Basse. Volontiers, merci beaucoup. Je le dis juste en deux mots, un honneur d'être à cette table ronde et de pouvoir m'exprimer sur cette question fondamentale. Le doute est-il encore permis? Quand la question est posée sur un colloque lié à l'expertise, quand elle est posée sur un colloque lié à l'expertise, il faut nécessairement qu'on passe, et vous avez raison de nous donner la parole sur ce premier point, sur la place du doute dans la fonction des uns et des autres pour qu'on puisse comprendre comment après et pourquoi surtout on va décortiquer les rapports d'expertise qui viennent avec la prétention d'être au cœur de la question de la manifestation de la vérité. La place du doute chez l'avocat, est-ce qu'il m'est permis de dire que l'avocat est le premier débiteur de l'obligation de douter? Cette place de premier débiteur de l'obligation de douter que je revendique, je ne la mets pas en lien soit avec l'une, soit avec l'autre des casquettes traditionnelles qu'on donne à l'avocat, à la fois mandataire et auxiliaire de justice. Elle recouvre bien entendu ces deux casquettes-là, mais elle est, à mon sens, cette obligation de douter inhérente à la partialité de l'avocat. Nous sommes la parole des parties. Et parce que nous sommes la parole des parties, nous sommes partiaux. Et il ne s'agit pas, évidemment, d'opposer l'impartialité du juge à la partialité de l'avocat sur le terrain des valeurs. L'impartialité n'est pas une vertu et la partialité n'est pas un gros mot. Ce sont chacun deux états différents qui sont en lien avec les fonctions de chacun. Le juge, il doit trancher. L'avocat, il n'a rien à trancher. L'avocat, lui, il a un rôle fondamental dans l'œuvre de justice parce que le procès est composé comme ça. Le procès est pensé comme ça. Les parties nourrissent le juge impartial de leur éclairage qui est nécessairement partial, qui est obligatoirement partial, et vont nourrir ce juge impartial pour que le juge impartial, in fine, puisse trancher. Et venir dire que l'avocat est le premier débiteur de l'obligation de douter, je veux dire par là que assurément le juge doit être habité, et vous avez commencé comme ça, Monsieur le Président, de ce doute. Et il n'est pas question d'aborder le procès sans que le juge n'ait conscience de la nécessité de douter. Assurément, l'expert dans sa démarche, et vous nous le direz certainement, est une démarche qui est empreinte et nourrie du doute. Mais
si je dis que l'avocat est le premier débiteur de l'obligation de douter, c'est que l'avocat, il n'est pas simplement habité par le doute. L'avocat, il doit cultiver le doute. Et ça va donner en écho ce qu'on va avoir sur le positionnement des parties par rapport aux rapports d'expertise qui sont rendus. Cultiver le doute, ça veut dire quoi? Cultiver le doute, c'est dire à son juge « et si ?» Et si? Et si ça ne s'était pas passé comme ça? Et si ça ne s'était pas passé du tout comme ça? Et si ça ne s'était pas passé tout à fait comme ça? C'est ça, cultiver le doute. Ça n'est pas un exercice facile. Si, c'est facile quand un dossier est dans le brouillard, quand on a un indice qui en chasse un autre, venant dire que peut-être le coupable serait là, désigné par on ne sait trop quel élément. Là, c'est toujours facile de douter. J'ai envie de vous dire que c'est un doute qui est tellement partagé par tout le monde qu'on n'est plus dans la culture du doute. On est tous là simplement habités par le doute. L'exercice, il est beaucoup moins facile quand les indices s'amoncellent en évidence, quand les indices viennent s'accumuler comme une avalanche qui vient ensevelir le mise en examen. Parce que ce que je dis du rôle de l'avocat, c'est que face à ces indices qui s'amoncellent en évidence, face à ces apparences d'évidence, dans le huis clos, quand il est dans l'entretien intime avec son client, dans cet entretien intime entre le mis en examen et l'avocat, quand le mis en examen continue à nier, quand le mis en examen continue à dire à son avocat, quand aucune autre oreille n'est là pour l'entendre, ça n'est pas moi, je n'ai pas commis ce crime. Alors, l'avocat, il ne doit pas se laisser emporter par les apparences, quelles qu'elles soient, même si ce sont des apparences qui sont nourries par de l'ADN, même si ce sont des apparences qui sont nourries par des indices qui s'accumulent les uns avec les autres. Parce que si l'avocat n'est pas là pour entendre et pour être disponible aux dénégations de celui qui va être jugé, qui est-ce qui va se lever pour ça? Qui est-ce qui va se lever? Et si on ne se lève pas pour ça, si on est tous d'accord avec les évidences, avec les apparences, et tous d'accord immédiatement avec les conclusions des rapports d'expertise. Vous savez, un débat dans lequel on est tous d'accord. Voilà, à ce moment-là, vous ne jouez plus votre rôle. Exactement. Ah oui. Un débat dans lequel on est tous d'accord, c'est l'immobilisme assuré. Et un débat judiciaire dans lequel on est tous d'accord, c'est l'erreur assurée. Et donc, bien évidemment, on doit se lever avec cette culture du doute. Je termine juste par une anecdote. Elle est une anecdote réelle qui a peut-être une quinzaine d'années d'âge. Ce n'est pas si vieux que ça. On est sur le ressort d'Aix-en-Provence et un homme est accusé par l'ADN qui a été retrouvé sur le lieu d'un crime. Il se trouve que cet homme-là, le jour et à l'heure du crime, il est incarcéré. Il est incarcéré. Bien évidemment, vous imaginez que les premières investigations qui vont avoir lieu sont des investigations sur ses éventuelles permissions de sortir. Sont des investigations sur l'hypothèse qu'il serait à un moment donné sorti de détention. Et quand on a la certitude qu'il était en cellule au jour et à l'heure du crime, alors les investigations beaucoup plus poussées vont se diriger vers le labo qui a fait le retour de l'analyse ADN. Et on en arrive in fine de ces investigations à la démonstration que les lots de prélèvements ont été inversés. Et j'ai toujours en tête, 15 ans après, l'idée effroyable de ce que serait devenu cet homme si, au lieu d'avoir comme alibi la cellule triste d'une prison à des centaines de kilomètres du lieu du crime, il avait eu comme alibi le foyer chaleureux dans lequel il était entouré par sa famille, qui les uns et les autres disaient non, non, il était là avec nous. Je ne sais pas où il serait aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que parce qu'à un moment donné, on a cultivé le doute et qu'on a dit qu'on ne se laissait pas faire par des conclusions, on est arrivé à démontrer que cet homme n'était pas l'auteur de ce crime. Cette anecdote, elle est très certainement, elle est vraie, hein, mais elle est très certainement caricaturale par rapport à l'ensemble des situations qu'on peut rencontrer les uns et les autres, mais elle démontre à quel point la culture du doute est quelque chose d'important. Voilà ce que j'avais à vous livrer en quelques mots simplement sur la place du doute chez l'avocat. Et l'expert, qu'en pense-t-il? Alors, moi, je voudrais partir du titre « L'expertise dans le procès pénal, une vérité douteuse ». D'abord, la vérité, pour moi, n'existe pas. On a chacun notre vérité, mais surtout, ce n'est pas l'expertise qui va vous apporter
une vérité absolue. C'est ce que vous disiez, maître. Je partage complètement cette idée-là, et vous savez que je professe depuis de nombreuses années. L'expertise, c'est un élément du dossier. C'est un élément du dossier qui a sa portée, qui a sa place. En tout cas, c'est en aucun cas une vérité. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle expertise douteuse. C'est une connotation très péjorative. En fait, pour moi, c'est l'expertise laisse-t-elle la place au doute? Alors oui, ça, c'est une vraie question. Alors, je vous parlais que d'ADN, puisque je ne connais pas les autres spécialités, mais pour nous, il y a deux types d'interrogations, ou deux types de difficultés. La première, c'est à l'intérieur du laboratoire où, effectivement, nous avons des procédures qui sont écrites. Tout à l'heure, Bertrand Lude parlait de COFRAC, etc., où, effectivement, nous avons des procédures qui sont bien établies. Et il y a un certain nombre de cas où, lorsqu'on établit une empreinte génétique, alors je ne parle pas de comparaison, mais juste établir une empreinte génétique, à partir d'une trace de sperme, à partir d'une trace de sang, là, nous sommes sûrs de notre résultat. Aujourd'hui, on analyse 23 locus, on est sûr de l'empreinte génétique. Maintenant, il y a toujours dans notre métier d'autres zones qui sont beaucoup plus floues, et en particulier le problème des mélanges, où aujourd'hui les experts ne sont pas d'accord entre eux sur l'interprétation de ces mélanges. Et là, ça ouvre la porte, effectivement, à toutes les discussions. Certains experts, comme moi, sont plutôt conservatifs, c'est-à-dire extrêmement prudents. Et puis d'autres, je dirais, ont une pratique qui est un petit peu plus accusatoire. On peut en reparler si ça intéresse certains d'entre vous. Mais vous voyez, à l'intérieur de notre métier, outre le fait qu'on a des vérités qui sont bien établies, il y en a d'autres pour lesquelles on a un doute. Et puis, la deuxième partie, c'est à l'extérieur du laboratoire, c'est à ce qu'on va aller à la cour d'assises, où on va avoir des avocats qui vont dire, effectivement, c'est bien l'empreinte génétique de mon client, mais il y a peut-être d'autres explications, et c'est là, effectivement, tout votre rôle, mais qui nous fait sortir, nous, de notre rôle d'expert, puisque face au questionnement, en particulier sur la question de transfert d'ADN, nous sommes souvent scientifiquement fort démunis. Alors, il y a quelques cas, effectivement, où on peut apporter des éléments scientifiques objectifs pour aller dans un sens, mais la plupart du temps, nous sommes incapables d'apporter un élément scientifique. Donc, on a l'impression que le scientifique, avec sa blouse blanche, il va résoudre tous les problèmes, et c'est ce qui est arrivé pour l'ADN. Lorsque l'ADN est arrivé, on a dit, ça y est, maintenant, les magistrats, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter, ils n'ont plus besoin de douter, l'ADN est là, ça va tout solutionner, et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et donc, je terminerai juste en quelques mots en disant que tous les jours, lorsqu'on rédige une expertise, on doute. On doute de notre technique, c'est une affaire d'équipe, nous avons des techniciens, des secrétaires, donc chacun peut commettre une erreur, donc on doute sur chacune des étapes de nos travaux, on doute sur la rédaction propre de nos rapports d'expertise, en disant, est-ce que je fais la bonne interprétation? Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que scientifiquement, ça tient la route? Et souvent, je me dis, si j'étais contre-expert, qu'est-ce que je viendrais attaquer dans mon rapport d'expertise? Alors, on parlera tout à l'heure, je pense, on dira deux mots de la contre-expertise, parce que ce n'est pas le sujet là tout de suite. Mais pour moi, je suis tout à fait ouvert à ce genre de choses. Donc, dites-vous bien que l'expert, il n'est pas du tout sûr, il doute. Alors, je vais vous prendre la primeur, maître, il est le premier à douter parce qu'il fait son rapport à votre intervention, mais il doute en permanence. Et une citation latine dit « Ars tapia proxima Capitoli », et effectivement, il y a peu de distance entre le Capitole et la roche tarpéienne. Voilà, je terminerai là-dessus. Bien. Oui, allez-y. Je l'avais pas en latin, celle-là, mais ça me plaît bien d'entendre en français. Oui, bon, je ne sais pas quelle est la primeur, peut-être que c'est le procureur ou le juge d'instruction qui intervient en premier au niveau de l'obligation du doute. Bon, mais après, je partage ce que vous avez dit. Il y a quand même un problème, c'est qu'on n'est pas à égalité. On n'est pas à égalité parce que vous savez ce que votre client dit, et ça, c'est totalement couvert par le secret professionnel. C'est le grand fantasme déjà. Ah, mais vous fantasmez autant sur ce que nous dit le client que nous fantasmons sur vos délibérés. Oui. Ah, et ça restera secret non, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est couvert par le secret, mais bon, on peut quand même effectivement se poser cette question. Donc, vous êtes des professionnels heureux. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, l'avocat a le devoir de douter. L'expert doute par définition et le magistrat tranche. Donc, ça pourrait être simple finalement. Mais les procès d'assises, moi, je voulais juste faire une petite remarque, c'est que historiquement,
comme il s'agit d'un juré, de juré populaire, avec les magistrats professionnels, mais c'est le peuple qui juge. Et il n'y avait pas d'appel possible. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas d'appel possible, c'est vrai que c'était un petit peu désagréable parce que si la décision était mauvaise, elle était définitive. Mais c'était clair et net, c'était tranché. Alors que maintenant, il y a un appel possible, même en assise, et ça me semble, je voudrais avoir votre avis là-dessus aussi, parce que ça me semble problématique. Une décision qui devrait être finalement suprême, extrêmement importante et fondée, ben finalement, s'il y a un appel d'assises, il peut y avoir une décision totalement différente. Moi, j'ai souvenir d'un procès d'assises où, en premier lieu, acquittement. L'accusé avait un avocat très attentif et très décisif. Et puis, appel d'assises, il a pris 20 ans ou quelque chose comme ça. Parce que, moi, c'est l'analyse que j'en ai faite. Hein, je peux me tromper. Moi, j'étais dans j'avais simplement fait l'autopsie, donc c'est tout. Mais les parties étaient représentées de façon très différente. Au premier procès, il y avait eu manifestement un déséquilibre avec un avocat de l'accusé très très bon. Et puis au deuxième, ça s'était rééquilibré et du coup, il y a des décisions contradictoires. Alors, vis-à-vis de la société, comment voulez-vous que la société s'y retrouve? Où est la vérité là-dedans? Le doute, c'est bien gentil, mais finalement, ça peut participer à une très mauvaise image de l'élaboration de la justice. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je laisserai le soin à Maître Basse d'aller sur le terrain de la valeur et de l'importance de la valeur des intervenants devant la cour d'assises. Bon, je ne pense pas qu'on puisse résoudre cette différence à juste une qualité de défense ou pas, puisqu'il y a plein d'autres éléments qui entrent en compte. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, donc il y a une quarantaine d'années, ce métier, il n'y avait pas d'appel possible en matière criminelle. Et c'est vrai que ça, pour tout dire, hein, ça ne nous choquait pas, on ne se posait pas de 10 000 questions là-dessus, alors que maintenant, on pourrait s'en poser, puisqu'on peut faire appel d'une décision d'un tribunal de police, une simple contravention, et qu'on ne pourrait pas faire appel d'une décision où on a la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a un déséquilibre qui a été vu par le législateur suite à des condamnations répétées de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Il fallait bien se mettre à niveau. Alors, il y avait simplement... quand j'ai fait mon droit, on nous expliquait que pourquoi il n'y avait pas d'appel, parce qu'en fait, comme c'était une décision prise par une collégialité, enfin un jury populaire, entre autres, on considérait que le législateur considérait que le peuple ne pouvait pas se tromper. Et si on faisait appel, ça voulait dire qu'il pouvait se déjuger, et donc ce n'était pas possible. C'est un argument qui a complètement disparu très rapidement après, effectivement, avoir exposé les arguments de l'équilibre et des droits de l'individu. Alors, moi, je vous dis, au départ, ça me semblait tout à fait justifié comme raison, puis après, à la réflexion, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, alors, on a des décisions dans ce sens, on a des décisions dans le sens contraire, on a des acquittements en appel et pas en première instance. Bon, voilà, c'est le jeu des institutions. Je pense que, après, c'est une question de vous parlez de la société, mais la société, il faut encore qu'elle soit bien informée. Je ne veux pas faire le procès de la presse et des journalistes, parce qu'il faut commencer déjà par faire... Ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème, mais c'est à nous aussi de bien communiquer. Et c'est vrai qu'à part le procureur de la République et éventuellement le ministère de la Justice à travers son service de com, les avocats, bien sûr, à titre individuel, mais il n'y a pas une prise de parole assez importante, me semble-t-il, de représentant quelque chose, non pas de partiel, justement, mais une explication neutre qui soit entendue. On l'a vu pour l'affaire qui sera évoquée cet après-midi. Hein. Il y a eu absence de communication. Il y a eu simplement une tribune, je crois,
dans le monde faite par des experts qui ont expliqué que, en gros, contrairement à ce qui était dit, l'accusé n'avait pas été déclaré irresponsable justement juste parce qu'il avait pris 2 ou 3 joints, mais parce qu'il avait vraiment, effectivement tous les symptômes de maladie mentale. Et ça il n'y a pas eu de communication là-dessus. Alors la société a été troublée. Moi, je peux vous dire, quand dans mon entourage, on dit, mais vous faites quoi dans la justice? Vous faites n'importe quoi. Non, c'est pas ça, quoi. Il faudrait qu'il y ait une meilleure communication, me semble-t-il. Voilà. Bon. Je ne vais pas prendre toute la parole là-dessus. La parole est à la défense. Non, sur cette question, j'ai 3 choses. D'abord, la justice est œuvre collective. On ne peut pas dire il y a un acquittement, donc l'avocat était très bon, et il n'y a pas d'acquittement, l'avocat était très mauvais. Deuxièmement, les vertus de l'appel, à mon sens, ne peuvent pas se résoudre au résultat obtenu, parce que alors on aurait le raisonnement inverse au vôtre si ça s'était fait dans l'autre sens, c'est-à-dire condamné en première instance et acquitté en appel, ça deviendrait tout à coup quelque chose qui aurait des vertus là où on n'avait pas trouvé avant. Et puis la troisième observation, c'est que la vraie question, à mon sens, sur l'appel, c'est de savoir si oui ou non le fait qu'il existe un recours à la décision de première instance est de nature à diluer la responsabilité dont se sentent investis les juges de première instance, en se disant il y aura de toute façon un appel ou possibilité d'appel, donc on peut se tromper. Est-ce que ça existe psychologiquement ou pas? Ce que je vois, moi, surtout en matière criminelle, c'est qu'on s'est aligné sur quelque chose qui me semble normal. On peut faire entendre sa cause une nouvelle fois. C'est désormais inscrit dans l'article préliminaire de notre code de procédure pénale. Et juste une observation sur ce point. Témoignage personnel, bon, mais je pense qu'il est repris par tous les collègues. On est stupéfait de voir le sérieux avec lequel les jurés abordent effectivement chaque session, même s'ils arrivent avec, si vous me permettez l'expression un peu triviale, une gueule de 7 pandelons le premier jour, où il faut les encourager, les rassurer, et c'est notre rôle ce premier jour d'audience avec un avocat d'ailleurs et un procureur normalement. Après, ils font ça avec un sérieux, même les suppléants, les supplémentaires. Moi, j'ai eu un procès qui a duré 2 mois avec 6 supplémentaires. Ben, jusqu'au bout, ils ont été là, et attentifs jusqu'au bout, et super sérieux jusqu'au bout. Donc voilà, il y a ce risque-là, en tout cas, le parapluie de l'appel, non. Ils n'y pensent même pas, je crois. Et ils sont tout à fait conscients que c'est une chose qui leur arrive une fois dans leur vie. Alors j'ai été très étonnée d'entendre, à moins que j'ai mal entendu, mais qu'un juré avait été appelé 4 fois à être juré dans des questions d'assises. Moi, ça me sidère, parce que statistiquement, c'est quand même bizarre. Personnellement, j'en ai eu un. Alors, c'était pas 4 fois, on avait 3 procès d'assises sur une session, ce qui est classique. Il a été tiré 3 fois. Il avait le numéro 13. Non, mais je vous assure. Et c'est pas truqué. Et c'était pas truqué. Il avait le numéro 13. Il a toujours dit que le numéro 13 lui portait chance. Il était né en 13. Et il avait un pendentif avec le chiffre 13. Et il a gagné au loto. Là, vous tenez pour ne pas sombrer effectivement dans le, non pas le complot, mais la parano. C'est hallucinant. La question, c'est est-ce que ça a porté chance à la J'ai pas alors, normalement, le 13, oui. Enfin, peut-être à l'accusation. Je ne me rappelle plus. Mais il avait été tiré, ce qui était exceptionnel aussi, 2 fois premier jour. Voilà. Suspect. Bon, ça, l'expert et les contre-expertises. Alors peut-être 2 mots, effectivement. Beaucoup d'experts ont peur de la contre-expertise. Moi, je suis à peu près dans l'optique inverse. Je pense qu'au plus l'expertise sera discutée, au plus le jour de l'audience, elle sera solide. Je vais vous donner un court exemple, c'est une affaire de terrorisme. Un appel et un individu était dans le box et on trouvait sur un objet son empreinte génétique. Et donc, juste avant que je passe, l'avocat de la défense a demandé les électrophorogrammes, ce sont les résultats sortis de machine à partir desquels on fait les interprétations. Et donc, il s'était procuré. Et j'avais une de mes collègues qui passait en empreinte génétique aussi la veille, parce qu'elle avait expertisé d'autres objets, on n'était pas du même laboratoire. Et l'expert de la défense est venu lui présenter l'électrophonogramme en lui disant « Madame l'expert, comment interpréteriez-vous ce résultat ?» Et l'expert
ma collègue interprète exactement comme je l'avais interprété. Donc l'avocat, finalement, s'est trouvé mis en défaut puisque deux experts qui étaient complètement indépendants apportaient le même résultat. Alors je pense qu'en termes de contre-expertise, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le contre-expert technique, c'est celui qui va comparer les résultats de façon impartiale. Et puis il y a l'expert idéologique, celui qui, payé par la défense, va essayer de démolir l'expertise. Et celui-là, je le refuse. Mais le véritable contre-expert, celui avec lequel on va pouvoir discuter en disant, ben voilà, l'électrophorégramme, moi j'ai interprété comme ça, toi tu ferais comment, etc. Celui-là, oui, parce que ça peut renforcer au contraire la valeur de l'expertise et ça va lever une partie du doute. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis très en faveur des contre-expertises, même les contre-expertises privées, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Et aujourd'hui, où on a cet affrontement sur la question des mélanges entre des experts qui sont très conservatifs et au contraire des experts qui sont très accusatoires, je pense que la confrontation de ces deux optiques, de ces deux façons de penser est indispensable pour le procès d'une manière générale, mais pour la défense également. Alors, juste un petit, je profite d'un enchaînement puisqu'on part maintenant sur tout ce qui concerne les expertises, mais pour faire la liaison avec la notion de doute. Ce dont je me suis finalement rendu compte, ou en tout cas plutôt lors des procès d'assises, sur la place du doute. Je l'ai vu beaucoup plus fonctionner de façon positive, et donc on rentre dans l'intime conviction, dans le doute raisonnable, mais dans un point. Bon, je vais m'expliquer, c'est pas très clair, je reprends. Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué non pas au niveau de la détermination de la culpabilité sur un plan intrinsèque, mais plutôt au niveau de l'intention de la personne qui était poursuivie. Je prends un exemple très précis, vous allez comprendre. Et c'est en ce sens que on a une intime conviction qui s'est peaufinée au fur et à mesure de l'avancement du dossier et du procès. On peut avoir une personne poursuivie pour assassinat ou pour meurtre, et rapidement, on va, ou pas rapidement, ça peut être pendant l'instruction, je vous citerai l'exemple, ou pendant un procès, on va s'apercevoir que finalement, c'est pas du tout un meurtre, il n'y a pas d'intention d'homicide, mais simplement, entre guillemets, des coups mortels. Voilà. Ça, c'est un cas classique qu'on va retrouver avec des poursuites, encore une fois, pour homicide volontaire qui va se terminer en coup mortel. Alors, j'avais eu un cas précis, là c'était à l'instruction, et là l'expertise avait été très importante puisque c'était lors de la reconstitution avec deux experts que la vérité, entre guillemets, judiciaire s'est avérée. On part sur une bagarre à domicile, quelque chose d'assez grave puisqu'on a on trouve un cadavre effectivement à l'intérieur du domicile de l'auteur. Les deux personnes se connaissaient, ils étaient très avinés. Et à l'autopsie, examen médical autopsie, on a plus de 50 plaies par arme blanche. Mais plus de 50, 52, 53. D'emblée, l'apparence, intention homicide, elle est évidente. Il se trouve que le médecin légiste indique que finalement, il n'y a qu'une plaie mortelle. Bon, il n'y a qu'une plaie mortelle. Alors, on n'a pas trop de... C'est très compliqué de donner une chronologie, merci. Mais il n'y en a qu'un qui va atteindre effectivement le cœur. Et enfin, il y a plusieurs coups portés avec plusieurs armes en plus parce que le propriétaire des lieux, qui est devenu mis en examen puis après accusé, était un fanat d'armes blanches. Alors, il y avait des couteaux de chasse, mais des couteaux de... J'avais jamais vu ça. Des couteaux absolument horribles qui étaient faits pour commettre des dégâts absolument épouvantables. Et il en avait plein. Il avait des sabres, évidemment, japonais. Enfin, il avait un peu de tout. Et il avait frappé la victime avec tout, pratiquement. Et lors de la reconstitution, j'avais fait venir donc le médecin légiste et
un expert, entre guillemets, en arts martiaux, pour voir un petit peu comment la bagarre s'était produite. Et on avait refait la scène, et ce qui est apparu, je fais rapidement, mais ça va durer un moment, c'est qu'en fait, c'est la victime qui avait saisi un couteau en premier, qui avait voulu planter l'auteur, qui l'avait retourné sur lui, et en le retournant, c'est comme ça que la première blessure est devenue celle qui allait être mortelle, et que tous les autres coups relevés sur le corps, qui étaient découpés, hein, c'était terrible, étaient donc postérieurs. Et ça, c'est l'expertise, double expertise, et aussi, bon, il y a eu quand même, j'ai voulu faire une reconstitution pour savoir comment ça s'était passé. Peut-être que la reconstitution n'est pas obligatoire, peut-être que ça n'aurait pas été fait dans certains dossiers par manque de temps, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu cette intuition de l'affaire et de me dire, bon, ben là, il faut quand même voir, parce qu'il nous disait, ben oui, mais je ne comprends pas, il me parlait de ce coup, mais c'était... Son discours n'était pas cohérent parce qu'il était effectivement très, très abîmé, il ne savait pas trop comment tout avait commencé, ça s'était terminé dans sa chambre, au début on est dans le salon, et ça se termine dans sa chambre où la victime va se recroqueviller près de la fenêtre et continue à frapper. Bon, il n'avait rien de sympathique ce garçon. Donc on avait quand même cette présomption quoi, de culpabilité par rapport à l'homicide. Et en fait, alors après oui, il y a eu des coups. Mais qualification pénale, pas évidente d'ailleurs. Je m'adresse à des collègues du parquet en même temps. Mais sur le premier, bon, c'était meurtre. Je pense qu'il avait. Alors, moi, je ne l'ai pas eu aux assises, mais manifestement, c'était des coups mortels avec armes qui ont été retenues. Ben, c'est pas du tout la même chose puisque c'est encouru au lieu de 30. Voilà. Il y a eu cet élément. J'ai eu un autre élément aussi, mais je ne vais pas tout accaparer tout le séminaire, sur des coups de feu aussi qui avaient été tirés, soi-disant en direction d'un auteur. Ben, en fait, l'expertise avait montré que c'était vraiment très très loin de la cible envisagée. Et là aussi, c'est apparu grâce à une expertise balistique. Donc, il y a quand même des vertus qu'il faut trouver dans tous les sens dans ces expertises. Après, il y avait d'autres éléments que je voulais aborder, mais peut-être après, sur ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà. Oui, moi, sur la discussion de l'expertise par l'avocat, je veux vraiment qu'on distingue deux temps. Il y a le temps de l'instruction ou de l'enquête préliminaire, en tout cas le temps avant audience, c'est le temps avant la confrontation entre l'expert et l'avocat. C'est le temps avant la première rencontre d'ailleurs entre l'expert et l'avocat, parce qu'il faut bien comprendre que on ne voit pas les experts pendant tout le temps de l'enquête prise dans son terme générique, que ce soit l'enquête préliminaire ou l'instruction. Et les moyens de discussion de l'expertise pendant ce temps-là, qui est un temps dans lequel on ne va pas pouvoir discuter en direct avec l'expert, ce sont ceux qui ont été évoqués tout à l'heure sur la première table ronde avec mon confrère Maître Dosé, qui indiquait à juste titre que nous n'investissons pas assez des terrains comme celui, par exemple, de la contradiction sur l'ordonnance de commission d'experts, la lecture de la mission de l'expert, la demande à ce moment-là du souhait de devoir émettre un pré-rapport pour pouvoir le discuter, et puis la discussion à la notification du pré-rapport ou du rapport, sur lequel il y a de vraies questions stratégiques à se poser en lien avec la culture du doute telle que je l'exprimais tout à l'heure. Ces questions stratégiques, notamment entre complément et contre-expertise. Combien de fois dans nos cabinets, quand on examine vos rapports, je dis vos rapports, c'est les rapports de tous les experts, même si je me tourne vers vous, monsieur, combien de fois dans nos cabinets on se dit, mais il n'a pas répondu à cette question, ou la réponse à cette question, elle ne nous convainc pas, et où on hésite entre est-ce qu'on fait désigner un autre expert et qu'on lui repose les mêmes questions et puis on verra bien, ou est-ce qu'on pose des questions complémentaires à l'expert. Et la problématique, c'est d'arriver à rédiger, parce qu'on ne vous a pas sous la main à ce moment-là,
d'arriver à rédiger des questions qui soient expliquées, parce que ça passe par le filtre du juge d'instruction, qui va dire si oui ou non il pose ce complément d'expertise, c'est-à-dire il soumet ce complément d'expertise, et dans quelle forme il le soumet. Donc il faut convaincre d'abord le juge d'instruction que les questions qu'on va vouloir poser en complément à l'expert sont des questions qui sont pertinentes et qui justifient qu'on reparte dans une nouvelle phase de la mission d'expertise. Et cet exercice-là de rédaction, c'est un exercice qui est très difficile, parce que ça suppose d'expliquer les raisons pour lesquelles on ne comprend pas les choses et de poser des questions qui soient des questions plus claires. Je me souviens d'une expertise il n'y a pas très longtemps. On est sur un accident, une noyade, ça se passe dans un tunnel immergé, et on a un expert en physique, en mécanique des fluides, qui nous explique la circulation des masses d'eau dans le tunnel. C'est extrêmement compliqué. On décide de faire une demande de complément d'expertise qu'on va finalement transformer en simples observations, parce qu'on n'a pas toute la matière pour poser des questions complémentaires, que sachant qu'il va y avoir une audience de toute façon, ces questions-là, on les posera. Il se trouve que le juge d'instruction s'est saisi de nos observations pour lui poser les questions aux experts, pour les lui poser à travers un interrogatoire dans lequel elle n'a invité dans l'entretien que elle et lui. Ce qui me faisait penser à cet épisode-là, c'est la réflexion de Maître Dosé tout à l'heure, disant pourquoi pas un interrogatoire pendant lequel l'expert viendrait exposer ses travaux et la défense, la partie civile certainement aussi, viendrait entendre l'expert les exposer et pourrait poser ses propres questions à l'expert. Une espèce d'audience avant l'audience, une phase qui effectivement viendrait provoquer la rencontre entre l'expert et l'avocat avant la phase de l'audience. Et ça, c'est des pistes peut-être à exploiter. Puis après, la deuxième phase, sur la discussion, si j'ai encore quelques mots qui me sont autorisés sur la discussion avec l'expert ou la discussion de l'expertise, c'est la discussion en présence de l'expert. Alors celle-là, je veux bien croire qu'elle peut être vécue par les experts comme parfois un peu douloureuse. Parce que d'abord, l'audience, c'est rude, que ce soit avec l'expert ou que ce soit sans expert. Une audience, c'est un moment qui est rude, dans lequel chacun veut apporter son éclairage. Et s'agissant des experts, moi, je suis de ceux qui pensent que la culture du doute ne doit pas passer par le procès de l'expert. On ne va pas faire le procès de l'expert, ce n'est pas le procès de l'expert, c'est le procès d'un autre, et l'expert est une partie intervenante. Mais il est tout à fait vrai qu'il y a des moments où on donne certainement l'impression de tirer l'expert par la manche, mais où on a besoin de réponses à nos questions. Ce sont notamment les moments où j'estime que l'expert sort de sa mission. Sa mission, c'est de répondre à des questions d'ordre technique, on l'a vu tout à l'heure. La loi le dit. La jurisprudence ajoute une chose qui, à mon sens, autorise tous les dérapages, c'est que la jurisprudence exige que l'expert, on l'a vu aussi tout à l'heure, interprète ses résultats. Et que dans l'interprétation du résultat, on a souvent un expert qui peut déborder de la réponse à la question technique pour arriver à livrer son avis sur la culpabilité. Et à partir du moment où l'expert livre son avis sur la culpabilité, il faut qu'il comprenne qu'il rentre dans une arène dans laquelle les avocats considèrent que c'est leur territoire, c'est le territoire judiciaire sur lequel vont avoir lieu les débats sur la base des conclusions de l'expert, mais vont avoir lieu des débats qui sont des débats de juristes et pas des débats d'experts qui, eux, doivent se limiter à la question qui est d'ordre technique. Puis le deuxième élément qui fait que l'expert peut vivre l'audience comme étant un peu rude parfois, c'est que, je le dis presque en provocation pour vous permettre la réplique, mais on a parfois l'impression quand même que ce que vous nous dites en colloque sur la démarche du doute qui vous habite, ça s'est évaporé complètement en audience, où on est face à un homme ou à une femme qui est campé sur ses positions et qui n'a qu'un but en tête, c'est de ne surtout pas dire le contraire de ce qu'il a écrit. Mais ce n'est pas grave, notamment si on vous livre des éléments qui changent les données de base sur lesquelles vous avez raisonné. Ce n'est pas grave de pouvoir dire effectivement, si on intègre ces nouveaux éléments, peut-être que la conclusion ne sera pas la même, peut-être que la solution qu'on apporte en tant qu'homme de l'art ne sera pas la même. Et cette espèce de résistance
notamment quand ça vient du côté de la défense, hein, parce qu'on sent beaucoup moins de résistance quand les questions viennent du côté de l'accusation, mais quand les questions viennent du côté de la défense, on sent cette résistance qui fait que l'audience trouve toute sa rudesse et que vous avez, vous, l'impression qu'on vous tire par la manche pour vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire, et nous, on a juste l'impression que vous ne voulez pas intégrer des choses nouvelles qu'on vous demande d'intégrer. J'ajoute juste une chose là-dessus, et je l'aurais trop parlé. Dans cette culture du doute qui est la nôtre, nombreux sont les moments où on lit vos expertises en se disant, mais est-ce que vraiment l'expert a pris connaissance de tous les éléments du dossier? Et ce que je mettais en avant, c'est la raison pour laquelle je disais que ça ne doit pas être le procès de l'expert à mon sens, mais ce que je mettais en avant, c'était l'attitude qui peut paraître de temps en temps, une attitude qui n'est pas... qui est plus influencée par la solennité de l'audience et par ce que veut montrer l'expert de lui-même à l'audience que par le souci d'adapter ses conclusions à de nouvelles réalités qui interviennent. Voilà ce que je voulais dire. Juste un point là-dessus. Alors, effectivement, c'est au président, normalement, de faire en sorte que les débats conservent leur dignité, comme on dit, et leur sérénité. Et c'est vrai que, bon, ce n'est pas systématique, mais on a pu voir des questions très orientées, très agressives de certains conseils, d'un côté comme de l'autre. Et on voit bien le but poursuivi. Et dans ces cas-là, c'est essayer de désarçonner l'expert pour qu'il dise le contraire de ce qu'il a écrit. C'est arrivé, mais très ponctuellement. Moi, je voulais juste donner 2-3 éléments sur ce qui avait été dit tout à l'heure. Déjà, sur la présence de l'expert à l'audience, ça me semble effectivement primordial, mais c'est de plus en plus compliqué. Et je vois que mes collègues s'en plaignent de plus en plus, même en visio, quoi. Et il manque de temps, bien évidemment. Il y a un problème de rémunération. Alors, ça a été dit, mais je comprends tout à fait. Hein, c'est que ça m'a été dit notamment par les psychiatres qui sont très, très mal rémunérés et qui sont encore moins bien rémunérés quand ils viennent à l'audience. J'en ai même un qui avait pris la parole là-dessus aux Assises à Melun, qui était en plus un des meilleurs experts psychiatres que nous comptons. Et je l'ai assuré de mon soutien, c'est tout ce que je pouvais faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et de plus en plus, on a des défaillances à l'audience. Non pas forcément d'ailleurs par peur de l'agression, hein, mais pour ces raisons d'organisation matérielle. Je suis assez hostile à l'expertise privée parce que par définition, pour moi, elle est partiale. Donc voilà, point. Et troisième élément, qui n'a pas été, alors ça n'a pas été souligné, c'est que c'est quelque chose qu'on découvre un peu à l'audience des assises. C'est des expertises que je dirais plus ou moins déterminantes. Je veux parler par exemple de tout ce qui est domaine du bébé secoué, où on a effectivement des experts qui sont spécialisés et là-dedans qui sont excellents, mais dont la science évolue assez rapidement, me semble-t-il, par rapport au diagnostic, par rapport aux lésions qui sont décrites. Moi, j'ai découvert ces dossiers, je l'avoue, entre guillemets, aux assises, hein, parce que je n'en avais pas eu à l'instruction. Et effectivement, il y a une espèce de nomenclature, de normes et tout. Si on a ces 3 éléments, il y a le plan oculaire, il y a des lésions cérébrales bien déterminées qui vous amènent, en fait, bon, là, c'est un bébé secoué, point, terminé. Bon, c'est argumenté. Non seulement c'est argumenté, mais en plus c'est documenté par toutes les évolutions. Mais on voit que cette science-là aussi, elle évolue. D'après ce que j'ai entendu dire, on remet pas en cause, mais on peaufine de plus en plus ces descriptifs. Alors ça, là, on est en présence d'une expertise qui vous définit quasiment l'infraction. Parce que soit c'est une personne c'est un bébé qui est tombé, et ça peut être involontaire. Si c'est secoué, tout de suite, on va chercher les parents ou l'assistante maternelle, la plupart du temps, c'est ça. Donc, on est vraiment dans un domaine où l'expertise est prépondérante. Voilà. J'ai trop parlé là aussi. Parfait. Oui, mais ça veut dire que le sujet vous intéresse, donc c'est bien. Donc, je vois que l'heure tourne. Je vais demander aux 3 intervenants un mot de conclusion, ce que vous voulez que nous retenions de vos propos. Un mot, d'un mot.
Et puis après, on passera à la discussion, si vous voulez bien. Qui commence? Comme je suis le dernier à la table, je vais commencer. Soyez certains que les experts, en tout cas les bons experts, c'est comme le sketch du bon et du mauvais chasseur, hein, c'est pareil. Les bons experts doutent en permanence. Et on vient du milieu scientifique, et dans le milieu scientifique, on doute en permanence. Donc voilà, et on en connaît d'autant plus l'enjeu, c'est qu'on a des gens qui, sur nos expertises, vont se diriger vers la prison et d'autres qui vont en sortir. Donc on est quand même très conscient de la charge de travail qu'on a et des conséquences. Voilà. Je vous laisse mettre. Est-ce qu'il m'est permis de paraphraser Audiard, mon petit Lucien, vous me permettez de vous appeler Lucien? Je ne permets pas, je préconise. Le doute est-il encore permis? Et je vous dis simplement que le doute, oui, il est encore permis, mais aujourd'hui, plus qu'hier, il est préconisé. Alors, de grâce, laissez les avocats le cultiver. Je ne vais pas continuer sur Audiard parce qu'il y a une autre formule qui me revient à l'esprit, mais qui n'est pas très convenable. Si elle m'est désagréable, n'attendez pas. Les questions de à quoi reconnaît-on certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire. Non, moi simplement, bon, le doute, et encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, doute raisonnable, intime conviction. Ce que j'ai toujours essayé de faire, et je suis d'ailleurs, j'en ai parlé avec certains collègues, alors c'est pas parce on est d'accord là-dessus que c'est la science exacte, mais je crois qu'il faut garder une part de naïveté dans notre approche de l'individu, du dossier, mais surtout de l'individu. Moi, j'ai été surpris chaque fois de constater que les personnes, quand on les découvrait, ben, elles étaient très, très loin finalement de l'impression qu'on pouvait avoir à la lecture du dossier, même pour B13, je vous le dirais, puisque bon, là, c'était quand même quelque chose d'assez particulier, mais on a eu le temps de les voir pendant 9-10 mois. Donc ça me semble important. Il faut être un petit peu naïf et il faut écouter. Donc, et c'est ça qui va ouvrir un petit peu, pas forcément le doute, pas le doute absolu, mais en tout cas la nuance qui est nécessaire pour juger correctement. Après, il y a des nouvelles dispositions aux assises qui peuvent prêter à interprétation sur ce point, mais là je laisserai peut-être plus à la défense de l'exploité. C'est que, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, la lecture du dossier, ça laisse une impression. Elle ne doit pas être indélébile et elle va changer lors de l'audience, ça c'est évident. Il se passe toujours quelque chose aux assises, moi je n'y croyais pas, mais il a fallu que je découvre ça il y a 6 ans pour me dire, ben oui c'est vrai, on me disait tout le temps, ben, tu vas voir, il se passe toujours quelque chose aux assises. Ben oui, il se passe toujours quelque chose aux assises. Ce n'est pas forcément des coups de théâtre, mais il y a des choses qui évoluent. Là, avec l'instauration des cours criminels, il faut bien faire quelque chose. Et à un moment donné, on va donc avoir, pour des tas de procès, un dossier qui sera au départ devant une cour d'assises, mais dont le contenu sera connu à la fois donc, du président et des assesseurs, c'est ce qui est prévu par les textes. Est-ce que cet élément-là n'est pas de nature à créer un risque pour les chances du doute? L'avocat qui aurait dû dire ça. Voilà, non, c'est vrai, bon, on a cette obligation professionnelle, on ne voit pas pourquoi on ne serait pas plus astreint à se poser ces questions. Mais c'est vrai que les vertus de la cour d'assises, c'était justement d'arriver devant une composition où il y avait le président qui connaissait le dossier, mais les autres ne le connaissaient pas. Et là, on découvre ce dossier, on refait le dossier à l'audience. Et sinon, on ne le fait pas. C'est le principe de l'oralité des débats. Là, je ne sais pas, on va sur quelque chose, non, bon, le doute, la réflexion, je ne doute pas du tout de la qualité de réflexion de mes collègues. Quand je dis ça, ne vous me prenez pas du tout. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire, même je me fais mon procès à moi-même sinon. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette impression-là à la lecture du dossier. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. La parole est aux questions. Il n'y a pas tellement de questions, c'est juste 2 remarques. C'était au fil des discussions où il a été dit que le doute semblait plus facile à développer et à être exploité devant un jury populaire que devant la cour criminelle.
C'est une première remarque finalement, mais qui peut peut-être appeler des réponses. Et il a été également dit que parfois l'expert pouvait sembler un peu trop près du magistrat. Bonjour, je vous remercie, messieurs. Donc, je me représente, je suis substitut du procureur et spécifiquement rattachée au pôle national des crimes sériels ou non élucidés, donc, qui a été créé assez récemment. Et ma question, alors, elle s'adresse principalement à Monsieur le Président, mais peut-être, Maître Basse, vous avez aussi un avis. C'est pas tellement sur votre sentiment, évidemment, il ne s'agit pas de violer le principe du secret des délibérés, mais néanmoins, Maître Dauzet avait évoqué la défiance des jurés, enfin pas des jurés, mais de la société vis-à-vis du sachant, et potentiellement donc une influence sur les jurés vis-à-vis de l'expert, et de savoir comment ils recevaient cette expertise. Moi, ma question, elle est un peu en lien avec effectivement cette défiance éventuelle, parce que je me pose la question dans des procédures où justement on n'a pas de preuves scientifiques, qui est un petit peu considérée encore aujourd'hui comme la reine des preuves, eh bien si finalement la reconnaissance de la culpabilité, elle a encore sa place. Si vous avez pu le constater, voilà, si vous sentez que les jurés sont vraiment finalement soit défiants envers l'expertise, ou au contraire, plutôt ils sont convaincus que par cela et que le reste a peu de valeur. Évidemment, c'est au cas par cas, mais est-ce que vous avez un avis ou une opinion sur ça? Alors, c'est compliqué sans violer le secret du délibéré, évidemment. Mais c'est sûr que l'aveu qui a été à un moment donné la reine des preuves ne l'est plus, mais c'est vrai que c'est important. C'est un élément important pour les jurés. Ça, c'est clair. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est un élément important. Mais cela étant, comme je vous disais tout à l'heure, ils s'intéressent vraiment de très près à ce qui se passe durant tout le procès et ils vont noter tous les éléments, les indices matériels, ce qui a été récolté sur les lieux. Les expertises vont avoir leur place également, mais c'est sûr qu'on les sent un peu plus rassurés et confortables si on a eu des aveux de l'accusé, qui ne sont pas, encore une fois, c'est pas sacré, puisqu'on a eu des cas où quelqu'un s'accusait pour quelqu'un d'autre. Hein. Bon, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà ce que je pense qu'on peut répondre. Oui, moi, je vous livre mon impression, et sans trahir aucun secret, puisque c'est l'impression d'audience que j'en ai. Vu de ma place, je crois vraiment que certaines expertises sont au cœur de la manifestation de la vérité, et que parce qu'elles sont au cœur de la manifestation de la vérité, j'ai le sentiment que l'expert imprime quelque chose vraiment sur la raison des jurés. Et c'est pour ça que nous sommes très attachés au fait que l'expert ne déborde pas de sa mission et qu'il reste sur les réponses aux questions d'ordre technique. Parce que sinon, on va très vite vers un expert qui a un tel poids dans le procès qu'il va finalement déterminer la question de la culpabilité ou pas, là où, évidemment, ça n'est pas son rôle, il n'est pas défini comme ça par la loi, et c'est heureux parce que au-delà du résultat de l'expertise, il y a des questions sur la détermination de la culpabilité qui sont des questions qui doivent se discuter entre juristes et aboutir à une décision. Donc, je pense, pour répondre à votre question, que oui, l'expert a un poids considérable dans l'impression qu'il livre aux jurés, à mon sens, et il est important que l'expert en prenne conscience au moment où il vient déposer, parce qu'il ne défend jamais sa propre image. Il vient simplement collaborer à l'œuvre de justice, et la façon dont il est perçu lui-même individuellement importe peu. Et donc, il faut que l'expert en ait conscience dans le cadre de la présentation des résultats. Et c'est certain que ce propos ne s'applique pas à toutes les expertises. Il y a des expertises qui relèvent plus de l'analyse d'un résultat. Il y a des expertises qui sont vraiment dans la détermination d'un mode opératoire. Très bien. Pas d'autres remarques? Peut-être juste pour répondre à la question, la proximité de l'expert avec les magistrats, avec le président des assises, non, pas particulièrement, puisqu'on ne se voit pas avant les assises. Alors après, effectivement, on se connaît avec, pourvu qu'on soit un petit peu ancien dans le métier, on se connaît. Avec l'accusation, la plupart du temps, on ne rencontre pas les avocats généraux au cours de nos expertises.
Par contre, avec les juges d'instruction, oui, effectivement, j'avoue que, à force de travailler avec certains magistrats, il y a une certaine proximité qui s'instaure, mais qui n'entache pas nos résultats. Par exemple, on a travaillé avec Nathalie Turquet sur le grêlé pendant des années. Donc, obligatoirement, il y a des choses qui se passent. Nous ne sommes que des humains, hein. Mais je dirais de la même manière, on a un de vos confrères qui est venu visiter notre laboratoire, ben, il y a des liens qui sont créés aussi. Donc, ce ne sont pas des liens exclusifs, mais en tout cas, pour nous, ce ne sont pas des liens qui vont entacher nos résultats. Ni entacher, c'est important, et parce que c'est pour tout le monde pareil, des liens de proximité, il peut y en avoir, ça n'entache pas l'indépendance. Et ça, c'est important, et c'est effectivement un état d'esprit, l'indépendance. Vous me l'avez enlevé de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est très bien, parce que on est tous des copains avocats, magistrats, bon, voilà. Et puis chacun garde son indépendance, doit garder son indépendance. Ah, bon. Ben, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est peut-être l'apparence. Mais bon, moi, je peux vous dire que j'ai un caractère assez fort pour garder mon indépendance. Donc, il nous faut conclure. Peut-être 3 mots pour moi. Pour les experts, loyauté, pédagogie, expliquer les choses, et puis prendre son temps, même si, comme vous disiez ce matin, ça ne paye pas toujours, mais c'est important dans l'élaboration de la vérité. Donc, je crois que nous n'avons que 10 minutes de retard. Merci à vous.